Bonjour Charlotte et bonjour Madame Béziot de l'UTEP 79, Charlotte de l'UTEP Atlantique 17. Et merci Philippe Marcoux de bien vouloir répondre à nos questions à propos de des nouvelles dispositions qui sont issues de l'ordonnance du 19 novembre 2020 et de son décret d'application concernant les ARS du 31 décembre 2020. Alors à ce propos, la première question, c'est justement quel changement pour l'ETP avec cet arrêté du 31 décembre 2020 et la déclaration, une fois enregistrée, a-t-elle une limitation de durée ou pas? Merci. Alors, globalement, je ne pense pas que ça va changer fondamentalement ce qu'on faisait en éducation thérapeutique. La déclaration donc, est sans limite de durée. Et le document qui va nous permettre, donc, elle se fera sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée ou sur papier comme avant. Et à ce moment-là, je vous demanderai de me demander le dossier parce que je voudrais quand même inciter à ce que ça soit tout sur la démarche simplifiée, ne serait-ce que pour avoir un seul tableau de suivi régional, ce serait bien. Cette déclaration, soit c'est une déclaration initiale, soit c'est une déclaration qui fait suite à une première autorisation, voire même à des renouvellements d'autorisation. D'accord ? Donc, à la date anniversaire de votre autorisation, à sa date de fin, il faudra déclarer le même programme. Et donc, vous passerez du régime des autorisations au régime des déclarations. D'accord ? Donc, dans le cadre du passage d'une autorisation à une déclaration, on vous demande toujours l'auto-évaluation quadriennale, mais elle ne pourra plus faire obstacle à la prolongation du programme sous forme de déclaration, alors qu'avant, elle pouvait faire obstacle au renouvellement. Ça, c'est important. Ça veut dire que l'auto-évaluation quadriennale reste obligatoire, mais qu'elle sera sans conséquence. Elle sera sans conséquence sur la décision initiale. Alors, c'est là où il y a un truc qui est bizarre. Et j'ai interrogé le ministère et j'ai une réunion le 12 mars avec eux. Le 12 mars, oui, pardon. Non, le 12 février, donc la semaine prochaine. Non, cette semaine, pardon, excusez-moi, je suis perdu. Le 12 février, donc j'ai une réunion avec le ministère parce qu'en fait, l'auto-évaluation est maintenue à la fin de l'autorisation, même si vous passez en déclaration. D'accord ? Mais elle est maintenue aussi tous les 4 ans de la déclaration. D'accord. Donc, et en fait, date anniversaire. Voilà, à date anniversaire de la déclaration tous les 4 ans, il faudra nous transmettre l'auto-évaluation quadriennale telle qu'elle était faite avant. Et elle doit nous permettre, en théorie, de suivre l'évolution de la déclaration de programme, de suivre le programme finalement. D'accord ? On ne pourra pas en tirer quoi que ce soit, on ne pourra pas sanctionner ni rien. Le seul truc qui sera à la main de l'ARS, c'est que si on n'a pas l'auto-évaluation quadriennale tous les 4 ans, ça peut être un motif pour la cessation du programme. Mais là aussi, c'est des éléments juridiques que j'ai demandé à faire préciser par le ministère, mais pour l'instant, c'est ce qui est acquis. Donc, si je reprends, en cas de non-transmission de l'auto-évaluation quadriennale dans les délais, je suppose que les 4 mois avant la date anniversaire sont toujours valides. Non, on va mettre 2 mois. Ça sera 2 mois, d'accord. En cas de non-transmission, c'est cessation d'autorisation de quoi? Cessation de la déclaration. On peut mettre fin à un programme, déclaré ou pas. Alors, s'il n'est pas déclaré, on peut y mettre fin parce qu'il n'est pas déclaré, avec une amende, comme on faisait avant pour les autorisations d'ailleurs. On peut faire cesser la déclaration si le programme pose des problèmes de santé publique. Ce n'est pas très bien défini, bon, à voir. Et on pourrait le faire si on n'a pas l'auto-évaluation quadriennale dans les temps. D'accord. En sachant qu'on aura probablement une certaine souplesse. Voilà. Et pour les délais, on a 2 mois d'instruction à partir d'une déclaration initiale.
D'accord? Et donc, j'ai mis le même délai pour le passage d'une autorisation à une déclaration. Et donc, je vais vous demander, 2 mois avant le passage en déclaration, de bien vouloir m'envoyer l'auto-évaluation quadriennale et de faire la déclaration sur la démarche simplifiée, de façon à ce que je puisse avoir, moi, les 2 mois avant la fin de l'autorisation pour vous répondre. OK, Puisqu'en fait, précision. Le programme qui est sous l'ancien régime ouais, actuellement, avec une déclaration, avec une évaluation quadriennale à remettre 4 mois avant sa date anniversaire d'autorisation, tu nous dis là tout de suite que ça ne sera cette année immédiatement là que 2 mois, c'est-à-dire que ça leur laisse 2 mois de plus pour la préparer. exactement. D'accord. Parce que du coup, je ne voulais pas qu'il y ait 2 délais différents. Je me suis dit que ce serait plus simple qu'il n'y ait qu'un seul délai. Hein. On n'aura pas d'instruction, donc on n'a pas de raison de vous demander 4 mois avant, parce qu'on n'aura pas tous ces allers-retours qu'on faisait jusque-là. Si la déclaration est complète, on valide et il y a un mail automatique qui part pour vous dire que le programme est déclaré. D'accord? Donc les 4 mois ne me semblaient pas utiles et ils pouvaient apporter de la confusion, donc j'ai tout mis à 2 mois. D'accord. Voilà. Déclaré sans remarque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire fait à l'enregistrement. À l'enregistrement, il n'y aura pas de commentaires, mais il est possible qu'on vous fasse des commentaires par mail ensuite, ou même avant la déclaration, mais qui sera pas… Le seul moment où on pourra s'opposer à la déclaration, c'est si vous n'avez pas rempli les documents et que vous n'avez pas fourni les documents du cahier des charges. D'accord. Par Dans ma contre, thèse. Oui, Charlotte? la différence entre regarder la déclaration et instruire le dossier, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le détail des documents d'un point de vue qualitatif. Mais d'un point de vue administratif, si. C'est-à-dire que les formations, tout ce qui est du cahier des charges de l'équipe, tout ce qui est du cahier des charges de la conjoncture du programme, ça va être analysé. Mais en fait, je vais prendre un exemple concret parce que sinon, ça ne veut rien dire. Dans le cahier des charges, tu as, d'ailleurs, à la demande des ARS, dont moi qui ai fortement insisté, on a un descriptif du programme avec un document qui, normalement, induit un descriptif assez détaillé du programme. Un peu la même procédure qu'on avait mis en place en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs. D'accord. Pour rentrer dans le détail du programme. Okay, mais si là-dedans, tu as des objectifs aberrants ou des objectifs creux ou des non-objectifs, on ne pourra pas refuser la déclaration pour ça. D'accord. En fait, tous les programmes vont être acceptés à partir du moment où on remplit le dossier, les documents, les formations. On est purement sur une déclaration de forme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on ne pourra pas empêcher la déclaration. Donc, on fera OK pour la déclaration si la forme est remplie. Mais nous, on va quand même essayer de maintenir un certain nombre de nos principes qualitatifs. Donc, il est possible que vous receviez un mail derrière en disant « On a observé que tel endroit, on n'est pas très content, ça ne correspond pas à la politique régionale, etc. etc. » Voilà. Et ça sera opposable? Non, ça ne sera pas opposable. Mais par contre, dans la mesure… Avant, on avait un certain verrou sur les programmes par le biais de notre dossier d'autorisation et de l'instruction. D'accord ? Ça, on ne l'a plus. Clairement, on ne l'a plus, ou alors vraiment très peu. Mais par contre, il nous reste le verrou financier. C'est ça. Donc, le report, donc le problème, c'est qu'on risque de se retrouver à demander des informations complémentaires pour avoir un dossier complet qui nous permette de financer. C'est ça. Donc, vous risquez d'avoir une double instruction. En fait, il faut faire comme avant, bien comme avant, et puis le financement dépendra de la file active, etc., et de la qualité du programme de toute façon. Le financement, il dépendra des critères de financement, donc ça se fera dans un deuxième temps, mais il est possible que, par exemple, sur des nouveaux programmes, on vous demande des informations complémentaires de façon à ce qu'on soit sûr qu'on le finance ou pas. Voilà. Si on n'a pas suffisamment d'informations dans le dossier initial parce qu'il n'est pas assez complet ou qu'il n'est pas assez détaillé, et que nous, ça fait partie des documents. Alors, la procédure qui consistait à nous demander avant si on était favorable à un financement et quelle priorisation. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 priorisations normalement que les délégations départementales doivent vous donner, ou moi, on verra comment ça se passe. Priorisation 1, c'est
on est dans le champ de ce qu'on a déterminé au niveau des feuilles de route départementales et de la politique régionale. Donc, c'est un programme qui nous semble prioritaire et on doit l'avoir. D'accord? Donc, s'il remplit les qualités du programme classique, à ce moment-là, vous avez une priorisation 1 et vous savez que si vous montez le programme, il y a de très fortes chances que vous soyez financé, bon, sauf catastrophe nationale d'enveloppe. Hein. Il y a toujours ce bémol. La priorisation 2, c'est on étudiera ça sérieusement pour un financement dans le cadre de la campagne et ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a dans la campagne, de l'augmentation d'activité, de la taille de l'enveloppe en fait. Et la priorisation 3, c'est vous pouvez parfaitement monter un programme, mais on ne vous financera pas. D'accord. OK. Donc, ça, c'est pour les modalités financières. Qui en sera le destinataire de l'allocation de compensation et qui en sera l'ordonnateur des dépenses? Une question de Charlotte aussi, c'était est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier pour le versant transition numérique? On est toujours sur le même système. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que parallèlement à ces nouveaux textes, on a aussi une réorganisation de fond en comble de l'ARS. Donc, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si je serai encore référent OTP dans 15 jours. Je ne sais pas dans quel service je serai et je ne sais pas dans quelle organisation. D'accord. Bon, normalement, on devrait avoir des réponses à l'été pour des prises de poste pendant l'été ou en septembre. D'accord ? Mais il y aura peut-être des bouleversements que je ne maîtrise pas pour l'instant. À l'heure actuelle, sur cette campagne budgétaire qui doit commencer donc du 5 février et qui doit se terminer, pour moi, le 17 mai, de façon à ce que les établissements de santé, qui représentent 80% de la dotation, soient payés aux alentours du 5-6 juin à la deuxième notification des établissements de santé. C'est toujours comme ça que j'organise la campagne pour que l'enveloppe ETP soit consommée à l'été à 95, presque 100%, et que sur la deuxième partie de l'année, je puisse faire autre chose que des contrats et des financements. D'accord ? L'an dernier, j'ai fait la campagne budgétaire seule à 70%, 75%. Il y a seules 2-3 délégations départementales qui ont pu m'aider. Cette année, j'ai organisé les choses de la même façon et de la même façon, j'aurai que 2 ou 3 délégations départementales qui vont pouvoir m'aider. D'accord ? Pour ne pas les citer, pour l'instant, les seuls qui vont faire la campagne complète sont la 87 et la 86. Tous les autres départements, je me substitue en tout ou partie et souvent en complète partie à eux. Donc, le calendrier, c'est que je vous demande de remplir donc, les enquêtes pour le 2 février. Moi, j'ai une enveloppe avec un montant qui me sera décidé. J'ai fait des propositions, j'ai eu un premier accord, mais il faut attendre que ça se décante parce que les textes des enveloppes nationales, ils arrivent qu'en avril. Donc, ils arrivent à la fin de la campagne. Donc, il n'y a qu'en avril que je serai sûr de la somme que j'aurai. Bon, je pars quand même dans l'idée que j'aurai la somme que j'ai demandée, à savoir la même enveloppe que l'an dernier avec une petite augmentation de 2 ou 3%. OK ? Là-dedans, il y a un certain nombre de projets extension année pleine qui me prennent déjà une grosse partie de l'augmentation. Par exemple, l'UTEP 79, je ne vais pas le citer, qui a eu une dotation de démarrage, mais qui n'a pas eu l'année complète. Voilà. Donc, il faut que je vois avec eux, par exemple, où est-ce qu'on en est, etc. Donc, cette enveloppe, c'est moi qui fais des propositions de répartition, en sachant que j'ai quand même pas mal de barèmes et qu'il y a le barème des 250 € par patient, qu'on a des critères automatiques et qu'il y a une grosse part de la dotation sur laquelle, au moins dans un premier temps, je n'ai pas de mot à dire, en fait. C'est des calculs plus ou moins automatiques. D'accord ? Donc, moi, je fais cette répartition pour les 12 départements et ensuite, je présente une note aux délégations départementales en leur donnant un tableau financier. Alors, ils ont accès à l'ensemble de la région pour voir comment sont traités les autres départements. J'essaye de faire ça en toute transparence et je leur fais des propositions de financement. Alors, avec un calcul automatique que j'ai ensuite amendé ou pas en fonction des demandes des DD, des projets spécifiques, de la qualité de la déclaration, de ce qu'on nous a raconté du programme, des contrôles qui ont pu avoir lieu, etc., etc. Donc, je me sers du calcul automatique et des reconductions, et puis ensuite, je vois. Donc, je propose ça aux délégations départementales qui me font éventuellement des contre-propositions. On remouline tout ça. On a un tableau financier définitif qui ensuite est transmis à nos instances pour validation et puis ensuite pour paiement. Paiement aux structures porteuses, donc obligatoirement. Oui. D'accord. Ceux qui sont payés, c'est ceux qui portent les autorisations de programme. OK.
Est-ce qu'il est possible de connaître en toute transparence, comme ça a été fait l'année dernière, la répartition financière selon les programmes, au moins dans son UTEP ou au moins dans son… C'est possible de recevoir ça ou… L'an dernier, on l'a pas, ils l'ont pas fait parce que c'est pas moi qui ai la main là-dessus, c'est la direction des financements. Et l'an dernier, ils l'ont pas fait, mais il y a 2 ans, on l'avait fait. Et moi, je l'ai en fait. Hein. Je sais, mais vous m'aviez dit que… Normalement, les documents qu'on avait fait ensemble, c'est l'an dernier, c'est à cause du Covid. Hein. Mais si on est sur un temps normal, vous aurez normalement le tableau avec la répartition financière par programme. Super. Ok. Et si vous l'avez pas, vous m'appelez et ou vous m'envoyez un mail et puis moi, je pourrais vous l'envoyer transparent. Mais bon, la plupart du temps, j'essaye de coller le plus possible si la déclaration me semble cohérente parce que vous en rendez pas compte probablement, mais moi, je reçois des déclarations genre 500 patients vus en soins externes, alors que l'an dernier, j'en avais 300 qui étaient en hospitalisation et 150 diagnostics éducatifs. D'accord. Vous comprenez une enquête comme ça, à minima, je suis obligé d'avoir des explications. Et que si j'arrive pas à avoir des explications, je ne peux pas m'aligner sur les 500 personnes déclarées. Oui, je vous donne des exemples concrets. Hein, voilà. Oui, mais c'est pratique, ça sera parlant pour nos coordonnateurs qui vont nous écouter. Voilà. Parce qu'en fait, il y a toujours cette problématique fondamentale de l'ETP qui date de début, dont j'ai eu l'occasion souvent de parler dans des colloques. Donc, pour vous, c'est du rabâchage de vieillard, mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu ça, ça sera mieux. L'ETP, ce n'est pas un dispositif qui a été mis en place pour financer le suivi des files actives des maladies chroniques. Donc, quand on me déclare 500 patients, c'est souvent les 500 patients du service, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une déclaration de file active. Moi, je ne verse pas 250 € par patient suivi dans un service dans la file active de l'année. D'accord ? Je finance une activité d'ETP qui est donc un programme éducatif avec un début et une fin qui, pour la plupart des programmes, ne dure pas sur 2 ou 3 ans, mais dure sur à peu près 1 an ou plus. Je finance qu'un programme par personne et par an. D'accord ? Et donc, ce n'est pas tous les programmes toutes les personnes qui sont rentrées dans le service, pour ne pas les citer, diabète, maladie chronique, obésité et compagnie. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence déjà toujours à regarder le nombre de personnes déclarées. Ensuite, je vérifie comment ça a été déclaré les années d'avant pour qu'il n'y ait pas de rupture de déclaration. Si je vois que le programme a été refait, je comprends pourquoi ça peut changer. Ensuite, je regarde le nombre de diagnostics éducatifs par rapport au nombre de personnes déclarées, parce que pour moi, c'est l'activité annuelle et un programme d'ETP ne peut pas se mener s'il n'y a pas eu un diagnostic éducatif. Donc, c'est un problème. Et je vais regarder aussi le nombre de séances, le nombre de bilans éducatifs qui a été envoyé ensuite aux médecins. Et la plupart du temps, alors la plupart du temps, c'est les délégations départementales qui faisaient ça. Là, cette année, ce sera moi. Peut-être que du coup, dans les UTEP qui sont bien organisés comme le vôtre et qui correspondent déjà à ce que je veux obtenir in fine des organisations en UTEP et en DAC, c'est peut-être des mails que je vais vous envoyer à vous en disant tel programme a déclaré telle chose, j'aimerais que vous voyiez avec eux pour qu'ils m'expliquent. En fait. Ce qui vous permettra indirectement de prendre pied aussi avec certains programmes, ou en tout cas de prendre contact peut-être avec des programmes que vous connaissez mal et de voir et de leur faire comprendre aussi, parce que l'information sur le TP, elle est globalement, je trouve, et je vais me lancer quelques fleurs, assez disponible et assez ouverte et assez détaillée. D'accord ? Par rapport à d'autres thématiques, hein, évidemment, tout est relatif. Mais c'est vrai que les gens ne vont pas chercher forcément l'information. Il y a encore des tonnes et des tonnes de gens qui me demandent des choses qui sont sur le site Internet de l'ARS avec une doctrine extrêmement claire depuis 4-5 ans. Okay. Y compris des UTEP d'ailleurs. Oui, tout à fait. La preuve, on a besoin de précision. Donc, les modalités de financement, en tout cas dans ces critères, ne vont pas changer et ça va être la variable en fait d'ajustement par rapport à cette autorisation qui n'existe plus et qui devient une déclaration générale. Dans l'arrêté, voilà. On ne parle que des coordonnateurs, on ne parle jamais des structures porteuses. Quel va être le rôle des coordonnateurs? Quelle va être la place des structures porteuses? Tu nous as déjà dit que c'est les structures porteuses qui vont recevoir les finances,
Est-ce que c'est les coordonnateurs qui vont régler, ordonner l'agencement, l'organisation Alors, attention, c'est la structure juridique qui porte les autorisations qui reçoit l'argent. Donc, par exemple, le CH La Rochelle va recevoir l'ensemble des dotations des programmes d'ETP financés qui ont été déposés par un coordonnateur qui appartient au personnel de La Rochelle. Ça Comme changera. avant. Hein? Comme avant. Comme avant. Il n'y a rien qui change. Ce qui change, et là, Dominique, tu as raison, et on s'est posé la question, et j'ai remonté la question au ministère, mais on n'a pas de réponse. C'est pour te dire. Enfin, c'est amusant quand même que ce ne soit pas eux qui soient la barrière juridique. Que ce soit nous qui soyons obligés de leur faire remarquer qu'au niveau du droit, c'est un peu bancal parfois. C'est assez étonnant. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas actuellement. Là, ils ont supprimé du cahier des charges la signature du directeur d'établissement. Ah. Donc, le cahier des charges de la fédération, aujourd'hui, il ne comporte que le nom du coordonnateur. Quand j'ai fait cette remarque, qui m'a été adressée d'ailleurs par Ava Eurista de la DD33, moi, je n'avais même pas fait gaffe à ça, elle m'a posé la question de savoir si ça ne posait pas un problème par rapport au financement. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, puisque la réponse, elle est, en fait, le financement, c'est l'enquête d'activité et les fichiers Excel projet que vous pouvez nous renvoyer. Donc, les signatures se trouvent ailleurs. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème. Mais ça pose la question de qu'est-ce qui se passe quand le coordonnateur s'en va. Avant, il y avait un article qui disait que quand vous changez de coordonnateur, d'objectif de programme ou du financement, il fallait nous envoyer un courrier recommandé pour nous le signaler. D'accord ? Oui. Et bien maintenant, ces 3 articles-là, pour ces 3 raisons-là, il va falloir redéclarer le programme. Ah. Donc, il y a de fait une caducité de la déclaration. Il y a une forme de caducité de la déclaration initiale quand tu changes de coordonnateur ou d'objectif. Ouais. D'accord. Ça, c'est important. Donc, c'est une information en scoop, là. Donc, le rôle du coordonnateur est renforcé au point que c'est lui qui porte à la fois la responsabilité du programme, mais qui n'en reçoit pas les finances, non. Les moyens. Le financement, il faut vraiment que vous compreniez, les interlocuteurs qui verront ce film ou à qui je réponds directement, que le financement et le programme, c'est pour nous, en tout cas au point de vue organisationnel et juridique en France, c'est 2 choses totalement distinctes finalement. Ok. Oui, en tout cas, qui sont traités à 2 moments différents. Voilà. D'accord. Donc là, pour la nouvelle déclaration suite à un changement sur ces 3 points que j'ai cités, c'est un des articles créés. Là, il n'y aura pas de délai en fait. D'accord. Oui, puisque du coup, c'est immédiat, c'est quelque chose… Ça sera à faire immédiatement parce que, par contre, si vous travaillez sans coordonnateur, c'est un peu bancal pour vous, du coup. D'accord. Et est-ce que le relais du changement de coordonnateur, exemple, je pars à la retraite dans 3 ans, je préviens que le coordonnateur va changer, donc dans 2 ans, on te signale qu'on transfère la coordination du programme à Pierre-Paul ou Jacques. Alors, scénario, ça fait comment? Continuité ou rupture? Si j'ai mis en place en Nouvelle-Aquitaine le co-coordinateur, c'est pour éviter qu'il y ait des ruptures. Parce que normalement, la rupture, c'est que vous ne pouvez pas avoir d'activité ETP quand il n'y a pas de coordonnateur. Donc, le co-coordinateur en place. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les 35 heures quand même existent depuis maintenant 15 ans. Mais visiblement, au niveau national, on n'a toujours pas compris que les gens, ils avaient 3 mois de congé par an. Donc, il y a quand même un texte dont on peut déduire que le coordonnateur doit être là. Or, il n'est pas là déjà au moins 2 mois et demi, 3 mois par an avec les vacances. Sans parler du turnover, sans parler d'autres moments d'absence. Donc, en fait, tout ça ne tient pas la route et ne tient pas la route à nouveau puisqu'ils ont refusé mon idée de co-coordonnateur. Que les autres ARS d'ailleurs poussaient parce que la plupart ont trouvé ça intéressant. Et donc, on se retrouve là dans la situation d'avant où on sait que vous allez être en difficulté d'un point de vue juridique une bonne partie de l'année, mais il n'y a rien qui est fait pour regarder la réalité. Donc, il y aura des ruptures. Et en fait, on ne le saura pas. Donc, il n'y aura pas de risque, quoi. Il peut y avoir des risques éventuellement juridiques si vous avez un problème avec un patient à un moment donné où le coordonnateur n'existe pas. C'est pour ça que je disais qu'il y
n'y a pas de délai et que ça sera à vous de faire attention à ne pas être en difficulté juridique si, par exemple, votre coordonnateur s'en va. Donc, ceci pose le problème de l'assurance. Ouais, je pense qu'il faut aller trop loin parce qu'en réalité, ce cas de figure, les cas de figure seraient rarissimes à se présenter. Qu'un patient porte ça devant un tribunal, que ça soit reçu par un tribunal et qu'on s'aperçoive qu'à ce moment-là, le coordonnateur n'était pas là et que la déclaration n'avait pas été encore faite, ben, ça fait beaucoup de ci, de ci, de ci, de ci, de ci. On pousse le bouchon loin. Mais en poussant le bouchon loin, ouais, ça pourrait poser un petit souci, quoi. D'accord. Mais là, la structure porteuse… En tout cas, si vous avez un coordonnateur qui s'en va… En termes d'assurance, la structure porteuse se substitue automatiquement, puisque la plupart du temps, les coordonnateurs vont être soit des personnels hospitaliers, soit des gens qui sont employés par la structure porteuse. De toute façon, la structure porteuse, elle est censée assumer juridiquement les erreurs ou les choses des employés. Donc, si le coordonnateur il signe un document, il le fait quand même en tant que salarié de la structure. Ce qui pourrait poser problème à terme, mais là aussi, on pousse le bouchon de la réflexion un peu loin, c'est imaginons un coordonnateur dans un service ou dans un établissement qui déclare un programme sans que sa direction soit au courant. C'est ça. Avant, ça ne pouvait pas arriver. Maintenant, ça peut arriver. Silence, quand vous allez changer de coordonnateur ou d'objectif, il faudra faire la déclaration relativement vite, mais la démarche simplifiée permet, si votre dossier il change peu, vous en avez pour quelques minutes en fait à faire la déclaration simplifiée. Juste changer de nom et voilà. Quelques minutes, j'exagère, mais… En fait. C'est juste un transfert. Et alors justement, toutes ces modifications quand même qui sont parfois un peu subtiles et qui peuvent poser des petits problèmes dans les niches, là, qui va être en charge de l'accompagnement de leur mise en œuvre et de leur suivi? Alors, les délégations départementales, pour l'instant en tout cas, gardent leur rôle d'animation en temps normal. Donc l'animation territoriale, le suivi des programmes et tout, c'est normalement les délégations départementales, bon, sauf si ça change. Et en ce moment, ce n'est pas le cas parce qu'elles sont submergées de travail à cause du Covid. Voilà. Mais en temps normal, c'est elles, avec mon appui ou parfois c'est moi qui me substitue dans certaines mesures. Demain, pour l'histoire de la qualité des programmes, en fait, tous les éléments qu'on va perdre avec l'autorisation, avec avec l'autorisation telle qu'elle était faite avant et la façon dont on travaillait avant, tous ces éléments-là, je vais les confier peu à peu aux structures de territoire, donc les fameuses UTEP 2T, dont vous êtes ici normalement 3 représentants, c'est-à-dire que j'attends de vous que vous occupiez de l'ETP sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les structures. Voilà. Quelles que soient les structures. Alors, évidemment, ça ne va pas être facile avec certaines structures, on est d'accord, hein. Mais je vais vous charger peu à peu et de plus en plus officiellement et de plus en plus uniformément d'être le relais de l'ARS et la tête de pont de l'ETP de votre territoire de santé. D'accord. Donc, le rôle des UTEP, ça sera un rôle de coordination territoriale sous le regard de l'ARS, donc de la direction départementale, sous ton autorité à toi. C'est ça. Dans l'organisation telle que je l'ai prévue, si elle est maintenue dans la réorganisation. Le souci de l'ETP, en fait, c'est un souci récurrent en termes d'organisation des ARS, c'est qu'en fait, l'ETP, finalement, est proche du sanitaire, alors que culturellement, on devrait être plus proche du social et du médico-social, mais c'est un autre problème, et qu'on nous demande de développer en ville, alors qu'en fait, en réalité, l'ETP est essentiellement hospitalier. D'accord ? Et l'ETP doit faire partie du parcours de soins. Et je pense que les choses où il faut vraiment qu'on progresse aujourd'hui, au-delà des programmes qui n'existent pas, au-delà du développement qualitatif de certains programmes, au-delà du contenu des programmes, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille de plus en plus, c'est l'intégration vraiment de l'ETP dans le parcours du soin. Et moi, quand je suis à la direction de la santé publique, j'ai un très bon accès et une bonne organisation, ou en tout cas des facilités d'organisation de l'ensemble de la prévention. Mais par contre, je suis éloigné de la direction des établissements de santé, qui, elle, est dans d'autres directions que la mienne et qui, elle, travaille sur les parcours de soins. Oui. Donc, en fait, le TP est toujours à cheval entre la direction de la santé publique, parce que c'est un élément de la prévention, et la direction des établissements de santé, parce que c'est un élément important du parcours de soins.
Et les établissements de santé ont obligation de faire de la santé publique aussi. Aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas de modèle unique mis en place par rapport à la santé publique, ni sur les territoires, ni dans les établissements de santé. Moi, je milite en interne pour des pôles de services publics dans les gros établissements, voire pour des pôles de santé publique sur l'échelle d'un territoire de santé. D'accord ? Et ça fait plusieurs années que je propose, mais je ne suis pas le seul, hein, je ne vais pas tirer la couverture à moi, ça fait plusieurs années que je propose à ce qu'on travaille à des modèles où en fait on a un modèle avec des briques qui changerait du coup in fine le modèle de financement et vous recevriez à terme un financement santé publique dans lequel on globaliserait le TP, l'éclate, les Cégide, la vaccination, le tabac, etc. etc. Voilà le modèle que je préconiserais et qui a été préconisé à une époque par le docteur Elbot quand il était médecin chez nous. Et maintenant, il est revenu directeur général. Et donc, je ne sais pas où ça va aller. Mais toute façon, c'est des choses qui se feront après la réorganisation interne. D'accord. Mais écoute, moi, j'ai à peu près épuisé les sujets que nous voulions te soumettre. Peut-être que Charlotte ou Madame Béziot ont des questions. Je leur laisse la parole. Oui, moi j'avais posé une question au départ. Quid du financement de l'ETP à distance qui peut être à la fois utile pour dans le contexte, dans la politique au-delà du contexte, c'est-à-dire. Alors, dans la politique régionale, j'avais déjà mis quelque chose et qui me sert de boussole en fait. Donc, la politique régionale, je vais la revoir et l'actualiser dans l'année comme les feuilles de route, hein, parce qu'il faut que je renforce cet encadrement puisque les autorisations ne le permettent plus. Voilà. Donc, je vais renforcer le rôle des UTEP et le rôle des documents d'encadrement de l'offre et de la demande et de ce qu'on veut au niveau de l'ARS. Donc, ça, c'est mes objectifs si j'y arrive de l'année. En plus de faire la campagne budgétaire, évidemment, menée à son terme. Donc, dans cette politique régionale, il y avait déjà marqué qu'on ne souhaitait pas des programmes de TP entièrement numérisés, que la numérisation, la web, ETP, tout ça devait être en plus, apporter un plus, d'accord ? Et je vais rajouter qu'il faut que cette web ETP et que ces outils ETP soient aussi reliés aux outils que vous avez déjà, en particulier dans les établissements de santé, de télémédecine. Donc, je vous demanderai à terme de vous rapprocher de vos services si ce n'est pas déjà le fait, si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est la même réflexion que ce que je disais tout à l'heure par rapport au parcours. Le médecin qui envoie un patient en ETP, qui est le suivi de l'ETP, il faut aussi qu'il puisse avoir de la télésurveillance, des constantes, qu'il puisse avoir de la téléexpertise sur des clichés. Il faut que tout ça soit relié, quoi. Donc, une forme de parcours. Et on a le parcours présentiel et il faut penser aussi au parcours numérique. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la position initiale qui est toujours la même. Donc, ça veut dire que si vous faites des séances de TP en web, au téléphone ou ailleurs, particulièrement pour cette année, je vous demanderai dans les documents budgétaires d'éventuellement me le préciser dans le bilan. Mais vous enregistrez ça comme des séances classiques. Et je vous les paierai pareil, puisque de toute façon, c'est un forfait. Donc, je n'irai pas gratouiller le forfait pour savoir si vous avez, même si vous me dites 70% des entretiens individuels ont lieu par téléphone cette année. D'accord ? D'une façon générale, depuis plusieurs années, il y a des gens qui me disent on a fait ça par web. Et alors, des fois, ils me le disent, des fois, ils ne me le disent pas, des fois, je ne le sais pas. Mais moi, je préfère le savoir. Hein. Plus j'en sais, en général, je retourne rarement l'information contre vous. Je considère toujours que c'est un plus et que c'est plutôt bon signe sur la façon dont vous avez des relations saines avec l'ARS. C'est-à-dire qu'au moins, vous n'avez pas peur que je vous vole dans les plumes parce que vous m'auriez donné une information que je ne suis pas censé savoir. Donc, jusqu'à maintenant, ces séances-là, que je sache ou pas, ben, je les ai payées dans le forfait classique comme des séances normales. D'accord ? Alors, c'était aussi donc, ça répond à votre question. En partie, puisque ça, c'est bon, par rapport à l'activité qui a été un peu distanciée dans la deuxième partie de ma réponse. C'est dans le contexte sanitaire. Mais c'était également, est-ce qu'il y avait enfin, même si c'est bien sûr que des choses qu'il faut faire
dans des contextes particuliers, sanitaires, dans des contextes particuliers d'éloignement, hein, parce que nous, par exemple, notre département est fait de telle sorte que, effectivement, dans le cadre d'un parcours avec telle expertise, etc., ça pourrait être globalisé, mais c'était surtout comment est-ce qu'il y avait des accompagnements qui étaient budgétisés pour aider les personnes à mettre en place ce type de parcours, parce que c'est des parcours qui se font pas, enfin, qui nécessitent quand même un réajustement du travail. Il faut aussi être en capacité d'avoir les outils, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé, ou est-ce que les gens doivent se débrouiller et puis voilà, ils font comme ils peuvent? Alors, les séances spécifiques web ou télé qui se substituent pour cette année du Covid, mais à terme, seront considérées comme des séances classiques et ne joueront pas sur le forfait. D'accord? A priori, en tout cas. 2, on va probablement ouvrir la porte à des programmes de TP entièrement numérisés, entièrement à distance. Mais pour cela, on fera probablement un tarif spécifique. D'accord? 3, la numérisation de programmes. Il y a plein d'opérateurs qui sont sur le marché. J'ai récupéré plein de documents. Il y en a qui sont de grande qualité. Mais effectivement, il ne suffit pas d'avoir Teams ou Zoom et de faire des séances comme on le fait là en web pour que ça soit qualitatif. D'accord? Ce qu'on a pu observer des études qu'on a fait, des retours du bilan que j'ai fait sur le GT Covid, des pratiques, etc., c'est que si on fait les choses juste à distance, on perd encore plus les gens précaires et les gens, d'une façon générale, qui ont des problèmes de littératie en santé, voire dit électronisme, c'est-à-dire de problèmes de capacité à utiliser. Capacité à utiliser et capacité à avoir du matériel. C'est-à-dire qu'il y a le matériel, l'adaptation des programmes qui doit se faire d'une façon particulière, et ensuite, il y a la capacité des gens. Donc, ça veut dire que parfois, la capacité des gens, il faut l'accompagner sur le matériel. J'ai vu des programmes qui distribuaient des tablettes, par exemple, et sur la formation des gens et la formation des formateurs. Donc, il faut revoir le… C'est-à-dire que là, tu es en train de nous dire, en réponse à Charlotte, que si on organise une formation spécifique pour la transposition numérique de certains ateliers, voire le complément de certains ateliers, on peut être accompagné sur les moyens, formation et matériel. T'es gentil, mais je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. J'ai dit simplement… J'ai dit simplement que tout ça, il faudrait le faire. Je reprends, comme je le fais toujours, le cadre général. D'accord ? Bon, une fois qu'on a posé le cadre général, donc je vous ai répondu un peu sur les financements, mais effectivement, sur des nouveaux investissements, sur des nouvelles pratiques, etc., je n'ai pas pour l'instant de financement complémentaire, et donc je vais compter sur les UTEP et à budget constant, hein, et sur l'organisation des établissements à budget constant pour réorienter des pratiques qui ont commencé un peu dans l'urgence, ces réorientations avec la crise du Covid, mais sur laquelle je vous engage à rebondir le plus possible en fonction des moyens que vous pouvez y mettre à budget constant, je suis d'accord, pour essayer de faire évoluer les choses. Et l'UTEP, en tant que tête de pont de l'ETP sur un territoire, se doit d'essayer d'organiser ça et d'améliorer ça, dans la mesure de vos moyens. En sachant que j'ai demandé aussi à Etna de faire une commission régionale sur les outils numériques, la façon dont on les utilise, etc., mais que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment pu lancer. Donc, je te le redis, Dominique, toi qui fais partie du conseil d'administration. Voilà. Donc, c'est une autre échelle, parce qu'ils ne seront pas dans le pratico-pratique, ils seront plutôt dans des chartes de fonctionnement, des choses comme ça. Donc, c'est 2 niveaux, dans mon esprit, différents. Alors, ceci étant dit, il est possible que j'ai des financements complémentaires qu'on essaye de réclamer pour l'instant dans un plan qu'on voudrait appeler plan initiative prévention Covid, enfin un truc dans ce goût-là, où on espère avoir une petite enveloppe qui me permettrait de financer peut-être 1, 2, 3 projets grand maximum sur l'ETP, sur des initiatives, des projets innovants. Et les orientations que j'ai relevées pour le TP, ce seraient des projets innovants qui sont plutôt quand même sur des formes de numérisation. D'accord. Donc, je vous engage à
je donnerai cette information aux UTEC et au DAC hein, parce que vous êtes encore plus précieux qu'avant pour le relais de l'information. Mais je vous demanderai de la transmettre, pas de la garder pour vous, hein, parce que vous êtes à la fois jugé par donc ce n'est pas toujours très facile pour vous, j'imagine, et pour moi non plus. Donc, il y aura peut-être des appels à projets de numérisation et il y aura peut-être un plan spécifique avec des appels à projets ou ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt. Ce n'est pas encore bien clair, le montant n'est pas encore bien fixé. De toute façon, il sera réparti sur l'ensemble des thématiques. Sur le TP, ça sera fléché plutôt numérisation et ou vaccination. Voilà. Alors, il y a l'UTEP de Corrèze qui a fait un truc vachement intéressant. Il a fait un avenant global avec des séances spécifiques Covid, dont la vaccination. Et il m'a demandé un accord global pour que tous les programmes puissent utiliser ce modèle et mettre en place ces séances en plus. Ah ouais. Uniquement sur la Après, vaccination. vous avez d'autres initiatives. Non, mais sur la base de la déclaration. Sur le Covid en général, il y a des choses sur la vaccination. On s'était battu, nous, pour que les gestes barrières intègrent tous les programmes. On peut aller plus loin, effectivement. Bon, après, c'est juste des… De toute façon, il faut vraiment, je crois, que vous exploitiez, alors vous le faites déjà plus ou moins, mais il faut exploiter le réseau des UTEP et des DAC et que vous partagiez plus les choses parce qu'il y a plein de choses qui sont faites à droite à gauche qui sont toutes intéressantes et que vous pourriez partager, à mon avis, mieux. D'où l'intérêt de cette réunion organisée pour l'instant par les 3 UTEP déchus au mois de mars. Une journée des UTEP et des DAC. Ça sera présentiel ou ça sera à distance? Au mois de mars, le 2 mars. Donc, ça sera présentiel ou à distance? Ça ne sera pas en présentiel. Ça sera à distance. Tant mieux. Ouais. Mais information pour information, a priori sur l'initiative donc de la DAC TP 16, il y a l'idée d'un club des UTEP qui pourrait être mis en place, mais pour l'instant c'est trop neuf pour en parler. Faute de temps de ma part, c'est les UTEP des CHU qui servent un peu d'organisation et de tête de pont. Moi, je préférerais une organisation qui soit pas dominée par certains opérateurs qui ont plus d'expérience ou plus de moyens ou qui sont mieux placés stratégiquement. C'est-à-dire que je voudrais que tout ça soit relativement démocratique et que ça serve tout le territoire parce que les CHU, ils ont effectivement une énorme expérience et plein de choses à vous amener, mais vous avez aussi des choses différentes sur vos territoires et vous avez aussi des choses à amener. Donc, c'est des choses que tout ce que je vous dis là, je le dirai à la tribune le 2 mars. Pas à la tribune ou derrière mon ordinateur, hein, puisque ça sera sûrement à distance, mais je redirai tout ça. Je redirai quels sont les axes de travail que je veux voir développer plus. Et comme j'aurai l'occasion de le dire devant tout le monde, je le dirai devant tout le monde. Et tout ça est écrit, hein, plus ou moins. Hein. Ça y est, mais cette logique-là, j'espère que vous l'avez bien perçue depuis le début. Et on milite pour, justement, et ça c'est important. Peut-être Madame Béziot, qui est donc toute neuve au club des UTEP, a quelque chose à ajouter ou poser une question à Philippe? Oui, moi ma question c'était par rapport au rôle des UTEP, c'est-à-dire de recueillir l'ensemble des informations de l'ensemble des programmes sur son territoire. C'est vrai que nous on l'a pas encore fait de demande par rapport aux établissements. Enfin, c'est vrai que moi je suis désolée, c'est vrai que moi je suis animatrice en santé publique, donc je suis pas exactement UTEP, mais ma collègue, on se posait la question, qu'est-ce qu'on est en droit de demander aux établissements hors CH-Niort, en fait, hors établissement GHT, où là c'est plutôt facile puisqu'en fait l'UTEP est rattaché au GHT. Après, pour les autres établissements, même s'ils sont partenaires du GHT, même les associations, voilà. J'entendais par exemple que vous parliez de répartition financière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est du rôle de l'UTEP ou… Enfin, voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Tout à fait. Alors, j'ai bien compris. Je ne vous impliquerai jamais dans des missions régaliennes de l'État, sauf demander, mais le financement, vous avez votre financement à vous, mais vous n'interviendrez jamais dans le financement des autres programmes. Ok, d'accord. C'était pour être sûr d'avoir bien compris.
Parce que c'est vrai que la je position est un comprends peu qu'il puisse y avoir délicate, quoi. confusion. Pour vous qui ne connaissez pas encore bien le modèle, je peux comprendre qu'il y a confusion, mais non. Moi, ce que je vous demande, c'est éventuellement d'aider les gens à bien remonter l'information sur laquelle moi, je proposerai des financements. Mais les critères de financement, après, vous pouvez me faire toutes les propositions du monde, hein, je suis toujours preneur. Mais les critères de financement, les choix de financement et l'argent où il arrive, c'est moi. Enfin, Ok. c'est moi, c'est l'ARS, pardon. Oui, non, mais c'est ce que Et j'avais je compris. souhaite que ça reste comme ça. Ok. Une dernière chose, l'avantage du Covid, c'est que ça a pu faire avancer un certain nombre de pratiques. Et donc, des entretiens comme ça qu'on ne pouvait pas faire facilement ou qu'on faisait par téléphone, tout ça, on peut en faire beaucoup plus souvent. Donc, n'hésitez pas, sur un quart d'heure, 20 minutes, à m'appeler avec comme ça un FaceTime et on peut discuter et aller plus loin dans des choses que je ne peux pas écrire, quoi, que tout ne peut pas être écrit, quoi. Donc, Eh bien, c'est une belle conclusion, Philippe, parce que ta donc disponibilité, n'hésitez pas. voilà, justement, ta disponibilité sera mise à contribution, comme on a J'essaie. osé le faire aujourd'hui, et c'est plutôt J'essaie. sympathique parce que je crois que l'initiative de nous réunir autour de ces questions de nouvelles réglementations, toutes les annonces que tu nous as faites, ça va permettre de clarifier un petit peu les choses, et donc je t'en remercie. Et mesdames, je vous remercie de votre participation.